Hey, baratin habituel, je vais m'attarder sur les nouveautés, donc les tomes 1 ou les one-shots, et je passerai très rapidement sur les suites. Je commence avec la maison d'édition Kiun qui est en collaboration avec moi dorénavant. Je demande très peu de choses, mais ils m'ont envoyé le tome 1, pardon, les carnets de l'apothicaire. On va suivre Mao Mao qui à 17 ans a une vie un peu compliquée. Elle a été formée depuis son plus jeune âge par l'apothicaire du quartier des plaisirs et elle se retrouve enlevée, puis vendue pour devenir servante dans le quartier du palais impérial. Quartier de femmes, je précise. Afin de survivre et de se fondre dans la masse, elle ne va jamais exposer ses connaissances. Cependant, quand plusieurs nouveau-nés commencent à décéder de manière inexpliquée, elle commence à s'en mêler. Étant donné qu'elle a une véritable passion pour les poisons, elle va vite déterminer la cause du décès de chaque nouveau-né et transmettre cette information à l'une d'entre elles, à l'une des mères des nouveau-nés qui tombent malades puis meurent. Malheureusement, elle se fait repérer par Jinshi qui est un haut fonctionnaire du quartier. Il devine ses talents et la nomme goûteuse de l'une des favorites de l'empereur. C'est d'ailleurs elle que Mao Mao a aidé. On va donc suivre Mao Mao qui va devoir évoluer parmi ce contexte un petit peu de serpents, de complots, etc. Je qualifierais ce premier tome d'introduction à l'histoire puisqu'il ne se passe pas grand chose, on suit juste Mao Mao qui devient goûteuse de la favorite de l'empereur. Ça fait du bien de voir un protagoniste féminin principal qui est loin d'être cucu, qui est un petit peu bizarre et qui n'est pas attiré directement par Jinshi, qui est quand même assez beau. Les dessins sont super chouettes, les personnages m'ont l'air ma foi intéressants, j'attends de voir n'empêche le tome 2 pour pouvoir un petit peu plus évoluer par rapport à mon avis. Passons rapidement ensuite à Doki Doki qui m'a envoyé le tome 2 de la gameuse et son chat. Pareil, toujours la même chose, une lecture très douce, très chill. On évolue tranquillement, il n'y a pas non plus grand chose qui se passe, c'est juste donc cette fameuse gameuse qui doit s'habituer à son chat et apprendre à l'éduquer tout simplement. On a ensuite le tome 4 de The Alexis Empire Chronicle. Pareil, si vous aimez la stratégie militaire, la guerre, foncez. Kana qui m'a envoyé le dernier tome de Sky Survival, donc le tome 21 qui clôture la série de Sky Survival. Mitigé parce que l'histoire elle a toujours été exceptionnelle, il y a toujours eu du suspense, de l'action, de l'aventure, un développement des personnages super intéressant. Malheureusement cette série aurait mérité un tome 22 tout simplement parce que l'histoire n'est pas finie. Beaucoup d'éléments de scénario n'ont pas pu être développés, c'est d'ailleurs dit par l'auteur elle-même à la fin du tome. Ce tome devait être le dernier, elle a fait beaucoup plus de pages que prévu. Et donc si vous voulez à la fin, tous les points, les éléments du scénario qui n'ont pas été développés, c'est développé ici en fait, avec des paragraphes, etc. Qu'est-ce qui est arrivé à ce personnage, comment elle connaît la vérité par rapport à ça et tout. Donc c'est résumé avec des paragraphes et je trouve ça un peu dommage parce que du coup ça a vraiment cassé l'immersion à la fin dans l'histoire. Et ouais, c'est dommage. Ensuite, le tome 7 de Jardin Secret, toujours assez mignon. Si vous aimez shoujo, foncez. Pareil pour le tome 8 de Irrésistible. Ai-je besoin de parler? Et enfin nous avons le dernier tome, donc le tome 12 de Love Be Love Live Be Left. Là aussi je suis un petit peu mitigée pour cette fin de série. Le développement des 4 personnages est vraiment pas mal, il n'y en a pas un qui est mis de côté. Cependant je trouve que l'histoire manque un petit peu de profondeur, il y a des personnages que je n'ai jamais réellement compris, notamment la brune, donc Akari. Vraiment j'ai trouvé un peu chiante honnêtement. C'est un bon shoujo, je veux dire je me suis jamais trop ennuyée, mais c'est assez mou, c'est assez lent, il n'y a pas non plus des choses incroyables qui se passent. Il y a juste le début que j'avais beaucoup aimé parce que l'histoire était super intéressante et assez originale. Mais pour ce qui est de la suite, je suis assez mitigée, je ne sais pas si je peux réellement le recommander du coup. Et enfin ils m'ont envoyé la nouveauté qui est donc Sky Survival Next Level, qui est donc il me semble la suite de Sky Survival, la série classique qui s'est terminée donc au tome 21. Je suis super enthousiaste à l'idée de cette sortie tout simplement parce qu'on va pouvoir peut-être développer des points qui n'ont pas été développés dans la série de base Sky Survival. Il y a d'ailleurs des grosses nouveautés qui apparaissent très certainement dues au personnage principal de Sky Survival qui a très certainement fait évoluer le monde soit en bien soit plutôt en mal à mon avis. Ma foi en tout cas ça promet, donc juste pour vous résumer, je pense que si vous connaissez Sky Survival vous connaissez très certainement le concept de la suite, c'est-à-dire un personnage qui se retrouve téléporté dans un monde, un univers parallèle où il va devoir survivre face à des hommes qui sont masqués, des hommes et des femmes masqués. Ces hommes et femmes vont les pousser au suicide, vont vraiment leur faire vivre une horreur pour que ces gens-là soient poussés à se suicider. Donc c'est clairement un survival horror. On va passer à la maison d'édition Akata qui m'ont envoyé donc 3 nouveautés. Je vais commencer par celle que je n'avais pas demandée et
celle qui a été un petit flop pour moi. Il s'agit du tome 1 de Like a Little Stars. Pour tout vous dire, je l'ai lu et il m'a tellement peu marqué que je ne me souviens pas du tout de l'histoire. Je l'ai lu il y a un mois, donc je vais vous lire le résumé. Par contre, je vous préviens, je ne sais pas comment se prononce le prénom du personnage principal. Il me semble que c'est Mireille, mais je ne suis pas sûre. Lycéenne depuis peu, Mireille grandit le plus possible à l'écart des autres. Cette attitude s'explique par la solitude que lui a imposée sa mère, divorcée et remariée, en la laissant habiter seule dans un appartement. Depuis, la jeune fille préfère vivre sans attache, de peur d'être blessée au prochain abandon. Mais la voici embarquée contre son gré dans le club d'astronomie de son lycée. La compagnie des 4 garçons qui en sont membres pourrait amener Mireille à voir le monde autrement. Très mitigée parce que ça me fait penser à un manga, je sais plus le nom, je le vois pas d'ici parce que je suis complètement myope, mais c'est un manga qui est édité, il me semble, par Nobinobi. Toi ma petite étoile, toi mon étoile, un truc comme ça. Franchement c'est la même histoire honnêtement. Je suis beaucoup moins attachée à cette histoire là bizarrement. Je dis pas, les dessins sont super chouettes, très mignons, c'est assez classique. Voilà, c'est un shoujo classique et je pense qu'à force de lire des shoujo, mes critères ont largement augmenté. Il y a... comment dire, il n'y a rien qui m'a transcendé, il n'y a aucun élément qui m'a réellement fait ressentir des petits papillons dans le ventre. Non, pour moi c'est un petit flop. Ensuite, une petite pépite, vraiment je l'adore, c'est Analog Drop, le tome 1. Donc c'est une série qui est finie, il me semble, en 2 tomes. Oui, une série en 2 tomes. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Aku qui n'est vraiment pas une fille bien à proprement parler. C'est une nana qui est extrêmement superficielle, qui est ultra à donf sur les réseaux sociaux. Elle va profiter de sa notoriété et surtout de sa beauté pour sortir avec 3 garçons en même temps, il me semble, et elle va vraiment profiter de chacun d'eux pour avoir des cadeaux, pour avoir de l'argent, etc. Elle va vraiment les mener par le bout du nez et elle jongle entre les 3. Genre à chaque fois elle a un rendez-vous, puis genre l'autre rendez-vous avec l'autre garçon il se suit, etc. Malheureusement elle va passer un soir par une petite ruelle sombre et se faire poignarder. Lorsqu'elle va se faire poignarder, elle va basculer dans un voyage temporel, je ne vous explique pas comment, et elle va se retrouver dans les années 80, plus précisément dans les années 1983. Elle perd toutes ses affaires et son smartphone reste le seul lien avec le présent. Elle va être désormais investie d'une mission assez étrange, elle va devoir en fait aider quelqu'un et surtout accomplir la mission avant que la batterie de son téléphone ne tombe à 0%. Elle va devoir de gré ou de force apprendre ce qu'est l'altruisme et soit dit en passant, je pense qu'elle va découvrir ce que c'est l'amour. Mais bon, peut-être que je m'avance un peu, je sais pas, genre je sens vraiment qu'il y a une petite romance qui va peut-être pouvoir se dégager. Je suis vraiment à fond dans l'histoire, vraiment c'est une immense pépite, c'est une petite série en 2 tomes, j'espère que le tome 2 ne va pas me décevoir mais de toute façon je vais l'acheter dès qu'il sort. C'est un manga qui est excessivement drôle, il y a plein de situations super embarrassantes, super what the fuck, dû notamment au voyage temporel et à l'écart entre les générations. Malgré le fait que Aku en soi n'est pas forcément un protagoniste idéal, c'est vraiment l'anti-héros par excellence, on va vraiment s'attacher à elle, on va vraiment se mettre à sa place limite et rigoler avec elle de la situation. On sent réellement au fond qu'elle est pas mauvaise de nature, mais peut-être que les réseaux sociaux l'ont entraîné en fait dans ses mauvais penchants. Ce manga dénonce en fait les dérives des réseaux sociaux tout en restant assez bienveillant. C'est très cynique, mais vraiment ça pointe les dangers et les vices en fait des réseaux sociaux. Vraiment, allez-y, foncez parce que c'est vraiment une pépite. Ensuite, pareil, une série en 2 tomes, j'ai reçu le tome 1, Le siège des exilés. Alors on se trouve dans un univers où la population d'hommes a drastiquement baissé tout simplement parce qu'ils ne naissent plus. Du moins la naissance d'hommes se fait extrêmement rare, c'est-à-dire genre on va dire pour un homme il y a 100 femmes. Et encore je pense que j'extrapole pas tant que ça. On a donc une société qui s'est complètement construite autour du matriarcat. Certaines femmes ont décidé de fuir la ville et de s'installer dans des bidonvilles. On va donc retrouver Sanada qui elle possède un secret dont je ne vais pas vous révéler le contenu, qui pourrait bien la mettre en danger et surtout attiser la convoitise de ses congénères. Je suis assez mitigée par rapport à ce tome là, je pense que j'achèterai quand même le tome 2 pour avoir vraiment la fin et vous dire mon avis final. Mais c'est plutôt intéressant du coup de voir le système justement matriarcal. Il y a vraiment des problèmes de procréation, que ce soit au niveau des femmes et du coup des hommes, parce qu'il y a des femmes il me semble qui sont complètement stériles et des hommes aussi. Alors je pense que les hommes ne sont pas stériles dans cet univers, mais ils sont vraiment très recherchés. On questionne beaucoup la reproduction, la sexualité surtout. Par contre je trouve que ça tourne un peu trop autour du personnage masculin qui est présent en fait dans Bidonville et qui travaille comme prostituée. Tout tourne autour de son sexe parce que du coup les jeunes femmes n'ont jamais vu le sexe masculin. Du coup elles se demandent ce que c'est, à quoi ça ressemble, comment est le corps d'un homme, etc. Et je trouve que le tome tourne un peu trop autour de ça et j'ai peur que le tome 2 du coup reste en fait focalisé sur cet aspect là
d'un monde sans hommes, ou du moins avec très peu d'hommes. Je peux pas vraiment vous faire un avis très approfondi sur ce tome là parce que vraiment je suis mitigée, il se passe pas grand chose, c'est assez calme et je vous jure que le tome tourne autour de ça, donc on verra plus tard. Ensuite, nous avons Toifu Comics qui m'ont envoyé pas mal de petites choses. On va commencer avec le tome 2 de Killing Stalking. Là, on rentre vraiment dans le vice des personnages, on rentre vraiment dans l'horreur. Vraiment l'horreur, la torture, etc. Je comprends même pas pourquoi il y a des gens qui considèrent ça comme un yaoi alors que c'est vraiment un thriller psychologique. Mais bon, soit, c'est vraiment pas du tout pour les âmes sensibles, donc allez-y que si vous avez le cœur accroché parce que j'ai rarement lu quelque chose d'aussi éprouvant psychologiquement et c'est très dur. On a ensuite le tome 2 de My Hero's Dream qui est super bien, enfin vraiment j'ai trop hâte de lire la suite pareil. On constate du coup l'évolution du petit couple qui se sont enfin installés ensemble, la découverte de leur corps, de leur sexualité. On les suit jusqu'à ce qu'ils deviennent jeunes adultes, donc c'est super intéressant d'avoir cette évolution lente puis rapide, lente, etc. Leur homosexualité commence à poser problème notamment dans le milieu professionnel. Ils vont malheureusement essuyer quelques petites brimades, quelques petites notes de harcèlement par-ci par-là, mais ils s'en sortent très bien et ils passent outre et c'est super bienveillant, j'aime beaucoup ce tome là. Ensuite nous avons le tome 6 de Octave qui vient conclure la série, donc série qui est un Yuri. C'est mon premier Yuri donc je suis assez laxiste par rapport à ce tome 6 et à la série en général. J'ai trouvé ça très doux, très chill. Après je connais pas les codes du Yuri en général mais je pense que ça manquait un petit peu d'action. Malgré le fait que c'est très doux, je suis très contente que ce fut mon premier Yuri parce qu'on est très loin de la sexualité exubérante qu'il peut y avoir dans d'autres Yuri comme Citrus. Il me semble qu'il y a beaucoup trop de sexualité, de sensualité pour un début je trouve. Je préfère aborder le Yuri avec de la romance, de la douceur, de la sexualité très douce et après on verra pour développer un peu la chose. Mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Après je peux pas vous dire si je vous le conseille ou pas dans le sens où c'est un de mes seuls Yuri, j'en ai qu'un autre il me semble donc je peux pas vraiment comparer avec le reste. Et enfin nous avons la nouveauté, le tome 1 The Monster Exposed. Alors là on va suivre son petit prénom, c'est quoi? C'est Ayashida qui est vraiment hanté par la violence qu'il a fait subir à son ex-petite amie pour des raisons totalement débiles. Il a eu des excès de colère, des excès de rage et de folie. Il a donc à plusieurs reprises battu et fait subir des choses atroces à son ex-petite amie. Cependant, avec Shuna, qui est un de ses collègues de bureau, la vie va reprendre son cours et il va tenter d'avoir une nouvelle relation. Pourtant, il a de nombreuses blessures par rapport à ce qu'il a fait subir à son ex-compagnon. Il a de nombreux traumatismes et ça ne passe pas comme ça et ça va ressurgir de temps en temps. La relation du coup ne va pas être forcément très facile. Le travail les amène à vivre quelque temps loin l'un de l'autre et ça va vraiment les confronter à leur passé. Je cite, les deux hommes se voient confrontés à leur passé, ce qu'ils ont tenté d'être et à ce qu'ils n'ont jamais pu devenir. Un yaoi super intéressant, pas du tout censuré pour le coup, c'est très trash, mais c'est trash aussi dans les sujets que ça aborde, notamment la violence conjugale. Je suis un petit peu mitigée parce que j'ai pas du tout apprécié les moments justement où il violente son ex-petite amie parce que je vois même pas, je sais qu'il y a des gens qui ont un peu romantisé la chose et tout, je trouve ça assez immonde d'ailleurs de romantiser ce genre d'acte de violence parce que bon bah je mets ça en fait, comment dire, je compare ça aussi avec la violence conjugale dans un couple hétéro ou... Enfin, je sais pas, je trouve ça immonde. Je vois bien que le personnage Ayashida, il essaie de se reconstruire, il essaie de bien faire, etc. Il essaie vraiment de se racheter, Il a compris en fait que ce qu'il a fait c'était mal et il a vraiment compris qu'il avait fait ça dans des excès de folie, vraiment une colère inimaginable, mais j'ai du mal quand même à le voir comme un protagoniste acceptable. Cependant j'ai beaucoup aimé l'histoire parce que ça aborde vraiment des thématiques très dures, des thématiques traumatisantes. J'ai quand même adoré ma lecture. C'est pas forcément un yaoi que je vais recommander à des personnes qui commencent, non, et même à des personnes qui n'aiment pas du tout la violence conjugale parce que moi personnellement j'ai eu un petit peu mal avec ces passages là, mais ils sont assez courts. C'est juste que voilà, c'est un très bon yaoi qui pour une fois aborde des thématiques très intéressantes et très puissantes. Pardon. On va rapidement passer sur Ototo qui m'a envoyé donc le tome 8 et 9 de Made in Abyss. Made in Abyss qui est un univers incroyable, ultra original, l'anime est d'ailleurs disponible il me semble. J'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans le bain étant donné que ça faisait quelques temps que je n'avais pas lu la série. C'est très compliqué je trouve par contre de suivre l'histoire quand
quand les tomes sortent de manière un petit peu décousue et pas trop régulièrement. Je pense que je vais devoir me relire la série complète pour vraiment tout comprendre, les aspects, les niveaux, les malédictions et tout, parce que j'avoue j'ai pas tout compris de ce qui se passait de temps en temps, mais ça devient de plus en plus trash, de plus en plus glauque, de plus en plus malaisant. Ça suscite plein de sentiments. J'adore, hein, j'adore parce que l'univers il est incroyable, c'est très dur. C'est limite traumatisant comme lecture parce que franchement il se passe des trucs beaux. Les dessins sont monstrueusement beaux, par contre je suis toujours époustouflée par la beauté des graphismes et tout. C'est incroyable, c'est sombre, c'est contrasté, c'est incroyable, vraiment. On passe à Pika Édition qui m'a envoyé le plus de mangas ce mois-ci. Ils m'ont envoyé le tome 13 de Eden Zero. Dois-je encore en parler? C'est trop bien, j'aime trop, j'ai trop hâte d'ailleurs parce que l'anime sort prochainement. Je vais le regarder à coup sûr. Le tome 4 de So I'm a Spider, So What. Alors là un petit peu déçu parce que ça commence à stagner par contre. Hein. C'était cool hein, l'univers un peu MMORPG et tout, mais au lieu que tu sois humain, t'es une petite araignée et tout, c'est cool. Mais j'aimerais bien que ça avance parce que j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo et autant au début c'était grave cool, c'était super intéressant, ultra enrichissant et tout. Là pour l'instant c'est un peu bof, il y a que de la stratégie pour battre des mobs. Donc bon, j'espère que ça va évoluer, qu'on va comprendre d'où elle vient, j'espère qu'elle va connaître d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'elle, qui viennent donc du même univers qu'elle. Pour l'instant ça rame et je suis un peu déçue. On a ensuite le dernier tome de Les Enfants du Temps, donc le tome 3 qui est une histoire magnifique. Je sais qu'il y a le film ou l'animé dessus. La fin elle était super émouvante, c'est vraiment très très beau. L'histoire est émouvante, les dessins sont incroyables. Moi ça m'a touchée, c'est trop beau. C'est un peu triste que ce soit fini mais bon. Ensuite le gros bébé, le tome 2 de Dragon Head. Je rappelle que c'est une série terminée en 5 tomes et que vous avez de quoi lire si je compare à un manga classique. Vous en avez pour votre argent, je dis ça, je dis rien. Le format en fait très très grand de ce manga, ça permet vraiment de profiter des pages, des planches qui sont incroyables graphiquement parlant. On est vraiment comme si on était éclairé juste à la lueur d'une bougie, c'est super intéressant comme aspect graphique. Je rappelle que c'est très old school, donc ne vous attendez pas à quelque chose de dessiné comme dans les années 2000. On fait face de plus en plus à la noirceur en fait du cœur humain. Il n'y a pas juste l'environnement qui est extrêmement glauque et horrifique. Les personnages sont tout aussi épouvantables, ma foi. Je rappelle que c'est une pépite, c'est un classique du thriller, horreur, survival, donc n'hésitez pas si vous aimez ce genre de thématique. Tome 2 ensuite de Men's Life. Shoujo assez classique, le secret est déjà dévoilé dans le tome 2, je suis un peu triste, je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. Malgré le fait que ce soit super classique et que l'histoire est pas du tout inattendue, hein, tout ce qui se passe, on le prévoit à l'avance largement depuis le début. Mais en soi, l'originalité de l'histoire, elle me fait vraiment rester et je trouve ça trop mignon. Ça me fait penser à par exemple Mon Colloque d'Enfer. C'est un peu le même style, un petit peu de lecture, super mignonne, rigolote, etc. Le tome 6 de Chobits. Dois-je encore en parler? Non, j'aime toujours autant. Le tome 9 de Sister and Vampire qui vient clôturer cette série un petit peu ecchi, José, je sais plus comment on dit, où nous avons enfin la concrétisation de l'amour entre Richter et sa petite religieuse. Bon j'avoue ça m'a fait rester, genre vraiment ils sont trop mignons ensemble, il y a une tension sexuelle entre les deux depuis le début. J'avais peur que ça dure un peu trop longtemps au niveau du nombre de tomes, mais ma foi, 9 tomes c'est parfait. Parfait, petite série super sympathique, Eichi, je vous recommande. Ensuite, le tome 13, La Princesse et la Bête. Il y a du complot, de l'aventure, du merveilleux, enfin vraiment du fantastique. Il y a des bêtes partout à gogo, les histoires sont super intéressantes au niveau des peuples et tout. C'est vraiment très très bien construit pour l'instant et vraiment il n'y a aucun tome qui m'a déçu quoi, aucun. Ensuite, le tome 9, Mon Colloque d'Enfer. Alors je suis un peu triste parce que j'ai pas reçu le tome 8 et du coup je me suis fait spoiler toute seule parce que bon bah j'ai pas vérifié que j'avais pas le... J'ai pas capté que j'avais pas le tome 8, donc j'ai commencé à lire et je me suis fait spoiler la meilleure partie de l'histoire, c'est-à-dire la concrétisation, enfin pas la concrétisation, mais vous connaissez à vous les trucs et tout, et j'ai loupé ce passage. Du coup je suis triste. Ensuite, le tome 14 de To Your Eternity qui est une pépite, dois-je le répéter 1 milliard de fois? Oui. Et enfin les tomes plutôt 6 et 7 de Shibuya L. Là on entrevoit un petit peu l'origine de l'apocalypse poisson rouge. Ça fait un petit peu ridicule de dire ça mais c'est vrai. Bon il y a des personnages qui deviennent de plus en plus barjots, mais ça en même temps avec une apocalypse où genre il y a des poissons rouges qui bouffent des gens, c'était un petit peu obligé qu'il y ait des fous. Je pense que dans le tome 8 on
découvrira ce qui s'est passé du coup, comment les poissons rouges sont devenus géants et pourquoi ils parlent et pourquoi ils mangent des gens, enfin c'est chelou. Original, gore comme pas possible, par contre c'est vraiment dégueulasse hein, les scènes, mais oh, j'aime trop. Cat